connais quelques Porschistes, dès qu'il pleut, dès qu'il y a un petit peu de sable sur la route, dès que le soleil n'est pas au zénith, en gros, ils la sortent pas parce qu'ils ont peur de l'abîmer. Vraiment, le patrimoine typique que je vois de plus en plus, j'appelle ça le patrimoine moderne, c'est la bourse et de la crypto. Et franchement, c'est fou parce qu'il y a quelques années, les gens de ton âge et de quand moi j'avais ton âge, c'était du livret, et on faisait rien, après on achetait un appart. Les DCA fait des montants fixes au lieu de te dire entre 100 et 500 euros parce que ça on connaît, c'est comme ouais, j'irai 2 à 3 fois au sport par semaine. Bon, finalement, on y va plutôt une fois que 3 fois, on est d'accord? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le profil d'un commercial qui est footballeur et qui débute en bourse. C'est parti. Du coup, notre commercial est footballeur, je vous le disais, patrimoine brut et net 8 916 euros. Donc on est sur quelqu'un qui débute vraiment son aventure. Paxé, 29 ans, SDR dans une start-up parisienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire SDR? Ça veut dire Sales Development Representative. Bon, en gros, c'est dans le sales, quoi. C'est un métier de sales et surtout c'est le métier qui arrive en amont du sales puisqu'il va gérer le remplissage de l'agenda du sales. Donc généralement on commence par là quand on veut devenir sales et au commercial. Salaire de 3 300 euros en moyenne puisque oui il y a du variable j'imagine dans l'histoire. Je joue au foot ce qui me fait des compléments de salaire énormes. En fonction des mois je peux avoir entre 100 et 400 euros de plus de salaire. Donc j'imagine qu'il joue dans un petit club amateur mais quand même rémunéré. Ou semi-professionnel je sais pas. Dis-moi en commentaire si tu regardes la vidéo ce que c'est comme setup. J'ai eu mon premier CD il y a tout juste un an, bravo. J'ai profité énormément en voyage et plaisir. Aujourd'hui, je souhaite préparer mon avenir. Je pense que tu peux faire les deux, mon capitaine. Tu peux profiter de la vie et tu peux préparer ton avenir. C'est pour ça qu'il y a des budgets comme le 50-30-20, 50% les besoins, 30% les envies et 20% l'épargne. C'est se priver maintenant pour profiter plus tard. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se priver maintenant pour profiter plus tard parce que sinon, tu vas juste être frustré. Donc, tu as raison de voyager, etc. Mais effectivement, le réflexe épargne, il faut le mettre en place. Après, une fois que c'est en place, tu continues à vivre ta vie correctement. Et puis, tu essayes toujours d'aller chercher plus de taux d'épargne, 20, 25, 30, 35%, sans passer la frontière où tu bascules vraiment dans, j'ai envie de dire, dans la privation. Tant que tu n'es pas dans la privation, tout va bien. Et en plus, c'est bien de commencer, bon, tu as 29 ans, t'es pas non plus un lapin de 3 semaines, mais en tout cas, commencer relativement jeune, c'est toujours bien pour créer ce réflexe. C'est pour ça, quand je vois des profils de 18 ans qui commencent à investir, j'adore. C'est eux qui vont en fait le mieux, seront les meilleurs investisseurs parce que quand ils auront 29 ans ou 28 ans, ils auront déjà fait 10 ans d'investissement, de bonnes et de mauvaises décisions. Donc en fait, ils seront hyper expérimentés. Mon objectif est de générer un revenu passif de 2000 euros par mois d'ici mes 60 ans. Easy. Alors là, je peux déjà te dire, c'est easy, franchement. J'aimerais entreprendre des projets immobiliers et commerciaux au Maroc, peut-être sous forme de crowdfunding si je ne trouve pas les investisseurs dans mon réseau. Ok, faudra m'en dire plus. Parce que sinon, pourquoi le Maroc? Pourquoi le crowdfunding si tu trouves personne? Pas mal, beaucoup de questions. On va voir si tu donnes des réponses après. La cerise sur le gâteau, pouvoir m'acheter une 911 de 1995 en espérant que les prix ne s'envolent pas d'ici là. Là, mon ami, les Porsche 911, c'est un peu le Graal. C'est un peu le Graal. On va regarder quel modèle c'est parce que de mémoire, il y a 7 séries de Porsche différentes depuis que c'est sorti. J'espère que je dis la vérité parce que sinon, j'ai raison, sinon les Porschistes vont m'allumer dans les commentaires. De mémoire, il y a 7 séries. Là, on doit être à la 992. Avant, il y a la 991. On va regarder. Parce que ça, j'avoue que c'est juste incroyable. Voilà, j'avais raison. Les 7 générations. Donc là, vous voyez, il y a l'original, la G, la 964, la 993. Et donc toi, tu nous as dit tu voulais la de 95. Donc tu vois, tu veux en fait une 993, si je ne m'abuse pas. Ouais. Assez populaire parce que c'est la dernière au phare rond avant le passage à la 996 qui est un peu le vilain canard parmi les Porsche. Au moins, c'est un flat 6, c'est un 6 cylindres, mais c'est vrai que les phares un peu bizarres comme ça, pas très populaires. D'ailleurs, ils ont vite redresser le tir, réajuster le tir et ils sont passés à la 997 avec des phares ronds comme il faut. 991, donc non, c'est la 8e génération là. C'est la 8e génération parce qu'il y a la 992 depuis qui est vraiment magnifique. Mais bon, là, des Porsche neuves, c'est vraiment hors de prix parce que vous avez ce qu'on appelle le malus écologique. Donc bon, je comprends, c'est hyper polluant comme voiture. C'est vrai que ça ne sert à rien dans l'absolu d'avoir 500 chevaux dans une voiture, surtout à notre époque. Mais le malus écologique, de mémoire, il est à plus de 60 000 euros, c'est monstrueux. Et il fait que augmenter. Donc il y a un vrai marché sur l'occasion et c'est pour ça, voilà, 70 000 euros. Bon bah voilà, vous achetez une voiture à 120 000 euros qui doit être le prix d'une Porsche 911, vous rajoutez 70 000 euros de malus écologique. Merci beaucoup à l'État. C'est normal en même temps, il faut financer la transition écologique. Et du coup, par contre, ça fait exploser le marché de l'occasion. Et donc, on va regarder si la 911, 993 de 1995, c'est simple, eh bien, code bien.
Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont plus intéressantes. Figure-toi qu'on a des porchistes dans l'équipe Finari et donc je leur ai demandé leur avis, je te dirai tout à l'heure. Allez, on regarde ton cash flow, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vous rappelle que vous pouvez faire votre cash flow automatiquement dans Finari et ça franchement c'est exactement la même chose sauf que c'est automatique et c'est en temps réel. Et là en plus on vient de lancer le scanner des dépenses récurrentes ou scanner d'abonnement et en fait on scanne toutes les dépenses qui se produisent plusieurs fois et donc vous avez vos abonnements mais vous avez aussi des choses comme les impôts et vous avez aussi des dépenses que vous sous-estimez peut-être comme votre loyer. Et donc vous voyez combien tous les mois vous devrez dépenser juste pour vivre en fait parce que c'est des dépenses que vous faites habituellement. Donc ça c'est automatiquement dans l'app si vous avez connecté vos comptes, c'est sur web, sur l'appli dans la partie budget. Donc là tu nous as partagé ton budget et donc on regarde qu'est-ce qui se passe, 3300 €, ça tu nous l'avais dit. Très gros taux d'épargne, hein, franchement bravo, 53%, donc là t'es déjà fait un virage à 180 degrés après les vacances, bam, taux d'épargne de fou, donc attention à bien tenir le cap. Épargne projet IMO, donc là il y a peut-être un achat de RP, résidence principale, sinon actions et crypto, ok ça marche. Bon là c'est vraiment les piliers de la pyramide, hein, bourse, crypto, bourse, actions et crypto. Le loyer, peut-être que tu vis en coloc, tu vis à Paris, 500 € ça me semble très peu, ou tu vis avec ta copine ou ton copain, mais on va regarder ça. Ensuite des courses, voilà. Budget, plaisir et tout, assez faible, donc clairement t'es en mode épargne à fond. Ça c'est cool mais faut quand même pas s'épuiser sur ça. Je suis à l'aise avec la prise de risque, je viens d'ouvrir mon PEA sur Boursorama. Ok. En crypto DCA sur Finari mais en essayant d'optimiser lorsqu'il y a des baisses, c'est pas du DCA du coup. La somme investie varie en fonction des mois mais c'est entre 50 et 150 € par mois. Bon, en gros, si j'ai bien compris, tu as un DCA en place sur Finari mais quand ça baisse, peut-être que tu mets un peu plus au pot. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Après, j'ai envie de te dire, en ce moment, faut être bon pour trouver les moments de baisse parce que, bon, je prends le Bitcoin au hasard, mais je pense que c'est un peu les talons maîtres quand même, hein, les talons or. Là, on regarde sur un an. Bon, il y a eu des baisses, hein, mais là, depuis quand? Depuis octobre, la thématique, c'est plutôt la fusée, quoi. Donc, ça bouge plus trop vers le bas. Donc, faut être très rapide sur les petites baisses. Il y a eu une petite baisse, là, par exemple. Tiens, on est passé de 95 à 87. Après, on est remonté. Donc, en tout cas, le DCA, ça marche. Et si tu peux doubler pendant les baisses, pourquoi pas? C'est un peu du value averaging, en réalité, ce que tu fais. C'est un value averaging manuel. Sur le PEA, à partir de ce mois-ci, minimum 100 € jusqu'à 500 € par mois. Alors là, attention, petit warning, j'aime pas trop l'idée de dire peut-être 100, peut-être 500. Moi, je préfère que tu dises, bah non, c'est 250 € tous les mois. Et donc, essaye de maximiser la somme que tu mets. Et de mon expérience, quand on se dit c'est variable, bah on finit soit par faire sauter carrément l'épargne, soit par prendre l'hypothèse la plus basse, donc 100 €. Donc moi, je préfère que tu dises, non, c'est 250 € tous les mois, c'est un virement automatique qui part le 2 du mois. De toute façon, j'ai pas le choix. Et donc ça, au moins, comme ça, t'es tranquille et tu peux te projeter du coup. Et du coup, nous, on va pouvoir se projeter ensemble pour voir si dans 20 ou 30 ans, tu pourras avoir ton objectif de revenu passif. Parce que 100 ou 500 € par mois d'investissement, ça n'a rien à voir en fait. Ça a un impact quand même assez significatif. Donc, à mon avis, moi, je préférais que tu aies un montant fixe en tête. J'ai quelques questions en tête aussi. Les premières questions concernent le PEA. J'aimerais avoir la même strat que sur les cryptos, c'est-à-dire faire du DCA tous les mois en essayant d'optimiser du mieux que possible. J'ai ciblé un ETF qui est le S&P 500 avec les moins de frais. Le FR, alors ça c'est le code ISIN. Code ISIN, c'est identifiant. Alors ça, mon ami, c'est déjà pas le moins cher. Je peux te le dire, c'est pas le moins cher. Le moins cher sur le PEA, donc là il est à 0,15% de frais de gestion, donc ça s'appelle le TER, Total Expense Ratio. C'est vraiment pas cher. Très bon ETF, mais j'ai mieux. BNP, S&P 500. Alors, je n'ai pas du tout de lien avec BNP, Amundi, personne. On a dit qu'on avait un partenariat avec BlackRock, mais bon, on peut dire ce qu'on veut sur cette émission. Si BlackRock n'est pas le moins cher, ce qui est le cas ici, hein, aucun problème de le dire. Et donc c'est effectivement celui-là le moins cher, qui existe d'ailleurs sur Bourso. C'est le BNP Paribas Easy, etc. Donc l'ISIN se termine par 85. C'est le moins cher du marché. D'ailleurs, c'est celui qui collecte le plus. Celui-là, il fait 3 milliards d'euros. Donc tu peux aller gratter 3 points de base, 0,03%. Voilà, ça c'est cadeau. Est-ce que c'est le bon ETF pour investir sur le long terme? En fait, l'ETF, c'est juste un moyen, c'est juste un contenant. Ce qui est important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur. Là, tu mets le S&P à l'intérieur. Le S&P, c'est juste la bourse américaine. Donc ouais, sur le long terme, la bourse américaine, évidemment que c'est un bon investissement. Donc aucun problème. Le BNP, il est moins cher. Si tu veux prendre le Amundi parce que tu le trouves mieux pour je ne sais quelle raison, pourquoi pas? Aucun problème. Vous faites ce que vous voulez là-dessus. Dans les deux cas, 0,15, 0,12, c'est des frais qui sont excellents. C'est vraiment tellement bas que c'est presque insignifiant. Est-ce bien d'avoir une seule ligne? Bah oui, c'est bien parce que regarde, on va regarder la fact sheet, qui est en gros le document d'information. Alors du coup, tu vois, je sais pas si on voit le nombre de positions. Bah tu vois, si, nombre de positions 503. Donc bon, en fait, t'as une ligne, mais t'as 500 positions derrière. Donc c'est pas mal. Alors attention, celui-là d'ailleurs, c'est pas exact. Bon, il est edged, etc. Enfin, c'est pas un net return. Bon, peu importe. Bon, là, tu vois que la perf, c'est quasiment exactement celle de l'indice. Tu vois, en vert le fond, en noir l'indice. Donc ça, c'est l'indice, c'est le S&P. Net return, etc. Edge, donc c'est un peu particulier, mais on va pas rentrer dans les détails. Et donc là, tu vois toutes les positions. T'en as 503.
Et donc, tu as ces 503 positions. Donc ouais, c'est très bien. T'as pas besoin d'avoir plus. Par contre, t'es très exposé aux États-Unis. Même si tu peux dire Microsoft, ils vendent partout dans le monde. Apple, ils vendent partout dans le monde. Nvidia, ils vendent partout dans le monde. Amazon, ils vendent partout dans le monde. Enfin, toutes ces boîtes, en réalité, sont mondiales. Oui, leur siège est américain, mais les boîtes américaines du S&P 500 ne sont pas des boîtes qui vendent qu'aux États-Unis. Il y en a, mais c'est une minorité. La majorité vendent en fait partout. Donc, vous êtes surexposé sur le dollar, mais en réalité, vous êtes quand même très diversifié. Et c'est pour ça qu'on dit quand l'Amérique va mal, tout le monde boit la tasse avec, quoi. Donc, pour moi, c'est très cohérent d'avoir une seule ligne. Est-ce que dans des jours de la semaine ou des moments de mois, il est préférable d'acheter les ETF? Non, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'heure. Généralement, c'est pas trop conseillé d'acheter le matin, enfin à l'ouverture ou à la clôture, parce que c'est là où il y a de la volatilité, c'est là où les prix varient beaucoup, parce qu'en fait, on digère les informations de la veille, même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trader sur les bourses type Euronext, et vous pouvez aussi trader sur des bourses alternatives. Il y a par exemple Getex, TradeGate, Trade Republic. Quand vous tradez sur Trade Republic, de mémoire, c'est Getex, à vérifier. Mais c'est pareil, TradeGate, Getex, c'est la même histoire. C'est un système multilatéral de négociation, SMN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces SMN pratiquent des horaires étendus. D'ailleurs, Bourseau le propose aussi maintenant. Et donc, vous allez pouvoir traiter de 8h à 22h au lieu de traiter de 9h30 à 17h, en gros. Par contre, pendant les horaires étendus, quand la bourse est fermée et que la bourse alternative elle est ouverte, donc entre 8h et 9h30, et après 17h, 17h30, et vous avez plus de spread. Parce que forcément, les gens qui sont en face, les acteurs qui vont, quand vous voulez acheter, les acteurs qui vont vendre, ils vont vouloir se protéger, ils vont vouloir se hedger. Donc il y a plus de spread. Et donc ça sera moins favorable généralement. Donc moi, je vous conseille de plutôt investir pendant les heures d'ouverture du marché. Donc quand le S&P est ouvert, vous achetez. Et moi, je préfère acheter en milieu de journée quand je fais du stock picking, parce que oui, ça m'arrive. Mais sinon, le DCA, il n'y a pas vraiment de bon moment. Tu y vas le même jour, tu fais le premier du mois, à midi, bam, t'achètes, et après, tu te poses pas de questions. Et typiquement, vu que tu veux acheter des marchés américains, j'achèterais plutôt en fin de journée. Les marchés américains, ils ouvrent à 15h de mémoire, heure française. Alors ça dépend si on est en heure d'hiver, heure d'été. Mais donc, tu vois, à 16h max, tu te connectes, t'achètes et ça prend 3 secondes. Mon placement que j'ai chez Safran, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de transférer les fonds sur mon PEA et donc de l'ETF S&P 500? Est-ce que je devrais payer les frais et les impôts? On va regarder. La deuxième question concerne les assurances vie. Je ne sais pas si c'est utile d'en avoir une en plus du PEA. J'ai l'impression que ça fait doublon. Qu'en penses-tu? Je pense pas du tout que ça fasse doublon parce que c'est pas la même chose en fait. C'est juste un autre contenant. Donc c'est un autre contenant qui a une autre utilité. Tu as d'autres avantages fiscaux. Tu peux tout à fait avoir un PEA et une assurance vie. Et ce que je recommande, c'est plutôt d'ouvrir le PEA, d'ouvrir l'assurance vie en même temps et après de maximiser les versements sur le PEA, d'atteindre le plafond, 150 000 € de plafond par personne, et ensuite de commencer les versements programmés. Cette fois, tu peux vraiment faire du DCA sur assurance vie. Il y a beaucoup de défauts sur l'assurance vie, mais ça, c'est quand même un avantage. Et là, en fait, après, t'enchaînes, tu t'enchaînes sur l'assurance vie. Le compte titre, aussi intéressant, même s'il va être moins intéressant ces temps-ci parce qu'il y aura la flat tax qui va probablement augmenter en 2025/2026. Donc, un peu difficile. J'aime bien le compte titre, j'aime bien l'assurance vie, j'aime bien le PEA. J'ai les trois, j'ai même plusieurs assurances vie. Je trouve ça intéressant. Donc, tu peux tout à fait ouvrir une assurance vie et verser le minimum et après t'attends. Mais au moins, t'as lancé le compteur. T'as lancé le compte à rebours puisque c'est au bout de 8 ans que tu vas débloquer les avantages fiscaux. Par contre, attention, l'assurance vie comme d'hab, vous faites attention aux frais du contrat, vous faites attention à ce qu'il y ait des ETF dedans. On va lancer notre assurance vie Finary Life, mais bon, vous pouvez investir n'importe où en soi, tant que le courtier est sérieux et transparent. Moi, je vous mets juste en garde contre ça. Ça, c'est vraiment important. Les frais bas et des ETF disponibles. S'il n'y a pas ça, n'y allez pas. Dernière question, est-ce que tu penses que je pourrais améliorer des choses afin de parvenir à mon objectif en sachant que dans les dernières années, mon salaire augmentera et la part d'investissement avec des idées complémentaires d'investissement et de diversification? Eh bien, on va aller voir. On va aller voir ton beau patrimoine. Donc 8 000 €, ça tu nous l'as déjà dit. On regarde ce qu'il y a dedans. Donc on voit que c'est vraiment un patrimoine. Ça, c'est vraiment le patrimoine typique que je vois de plus en plus. J'appelle ça le patrimoine moderne. C'est la bourse et de la crypto. Et franchement, c'est fou parce qu'il y a quelques années, les gens de ton âge et quand moi j'avais ton âge, c'était du livret et on faisait rien. Après, on achetait un appart. Je dis pas que c'est pas bien d'acheter un appart, c'est juste que la bourse et tout, ça nous paraissait complètement, inaccessible ou très dangereux, etc. Donc, ça fait plaisir de voir que maintenant c'est devenu la norme. Donc, on voit ton plan d'épargne entreprise, PEE. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Safran? Donc, on va regarder ce que c'est ton fameux Safran. Je ne connais pas. Hop. Safran investissement classique, Safran Trésor. Alors là, j'ai un easing qui m'a emmené sur quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Peut-être. Bah si, c'est ça, hein. Non, c'est pas ça. Bon. Je ne trouve pas, donc je ne sais pas si ça c'est un bon point vu que tu n'as pas fini plus. Je ne peux pas te dire. Par contre, je vois que c'est très exposé à la France. Est-ce que c'est que du safran à l'intérieur? C'est très possible que ça soit vraiment que du safran. Donc je ne connais pas très bien le titre. Regardez son prix en bourse. Donc qu'est-ce que Safran a fait sur 5 ans? Bon, c'est pas trop mal, plus 51%. Après, Safran, comme d'hab, ça sous-performe largement même le CAC 40 en réalité. Hein. Vous regardez le CAC 40 sur 5 ans.
CAC 40 sur 5 ans, bah non, tu vois, il fait 22%, donc c'est vraiment pas terrible. Donc Safran fait mieux que le CAC 40. On va regarder le S&P sur 5 ans, plus 87%. Donc voilà, bon, ça fait moitié moins bien que ça. Donc là, en fait, ça dépend de la fiscalité, dépend de la date d'ouverture du plan. Donc je ne sais absolument pas quand tu l'as ouvert. Si ce plan d'épargne a plus de 5 ans, tu vas uniquement payer la CSG CRDS, donc 17,20, donc sur la plus-value. Donc ici, tu as 2800 € de plus-value, donc voilà, tu vas payer 17,20% sur ces 2800. Tu ne payes pas d'impôt sur le revenu parce que tu as débloqué l'avantage. Si tu as moins de 5 ans, bah, tu payes la flat tax 30. Donc ça, c'est à toi de vérifier. Tu peux le voir sur le site de Natixis de toute façon à quel montant est débloqué en réalité. Et normalement, il faut attendre même les 5 ans pour pouvoir sortir, mais tu as quand même droit à des déblocages exceptionnels. Donc, est-ce que tu crois en Safran? Si la réponse est non, bah oui, tu peux sortir ta somme et ça te fait un super apport pour ton DCA PEA et tu peux comme ça vachement accélérer sur le S&P 500. C'est pas déconnant, à moins que tu aies une conviction sur Safran. Moi, je pense que c'est pas déconnant de sortir. Et du coup, de mettre dans le PEA, évidemment. D'ailleurs, pareil pour Safran Trésor. Ça, c'est un fonds monétaire, je pense. Je vois pas l'intérêt à ton âge de faire un fonds monétaire alors que tu veux devenir indépendant financièrement parce que le rendement est très faible. Sur la partie crypto, je vois que tu as du coup Finary Invest, tu as fait une super perf, plus 80%. Bravo pour ça. Voilà, moi je parle souvent de mon DCA, je l'ai publié sur X. Je vais vous mettre le lien dans la description du thread sur lequel je publie tout mon DCA depuis juillet, je crois, 2023. Mais toi, tu as fait à peu près pareil, parce qu'en réalité, tu as investi à peu près au même moment que moi, je pense. Maintenant, un peu après, mais tu as investi un bon moment. Donc voilà, ça, c'est quelqu'un qui, bon, il a fait un peu des achats. Moi, j'ai vraiment fait aucun achat manuel, c'est que de l'automatique. Bah, ça fait plus 100%, ça fait du plus 140%. Donc évidemment, c'est pas toujours comme ça. Ça veut pas dire que si vous allez faire du DCA sur Finary, vous allez faire plus 100%. Mais c'est quand même beau de faire du DCA dans un marché haussier, de ne rien faire et de quand même avoir une perf comme ça. Donc là, bon bah très bien, à toi de voir si les cryptos te vont bien, c'est top. N'oublie pas que si tu vends les cryptos, tu paieras par contre la flat tax. Donc c'est important. La seule façon d'éviter la flat tax, c'est de faire un swap. Donc c'est de passer par exemple de Bitcoin à USDT ou USDC. Et dans ce cas-là, en fait, vous restez en crypto, vous faites ce qu'on appelle un échange crypto-crypto. Et donc ça déclenche pas d'événements de fiscalité. Donc voilà, là vous êtes tranquille et vous évitez la flat tax. Donc ça peut être jouable si tu veux sécuriser tes gains et si tu veux re-rentrer dans le marché plus tard. Mais bon, ça c'est du trading, c'est plus du DCA. Du coup, par rapport à tes questions, bah, je pense qu'on a répondu à la partie PEA, ça c'est bon. Les assurances vie, bah ça je t'ai dit, moi je pense que c'est intéressant de l'ouvrir. Sur le fait d'avoir qu'une ligne, bah moi je trouve ça cohérent. Maintenant, si tu me dis j'ai envie d'aller vers les marchés émergents, oui, ça peut être intéressant de faire S&P 500 plus Emerging Markets. Si tu me dis, j'ai aussi de l'Europe, bah, ça peut être intéressant de faire S&P 500 plus Europe plus Emerging Markets. Ça peut aussi être intéressant de faire du MSCI World, dans lequel tu as à peu près tous les marchés développés, plus marchés émergents. Ça te fait l'équivalent d'un MSCI All Countries World Index. ACWI. Bref, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais c'est à toi de voir au final. Moi, plus j'avance, plus je suis à l'aise avec le fait d'être uniquement S&P 500. Mais ça, c'est mon expérience. C'est moi en tant qu'individu qui pense qu'aujourd'hui, l'Amérique va plus se développer que l'Europe et que le Japon. Et j'adore, je suis hyper impressionné par la trajectoire de l'Inde, de la Chine, je trouve ça hyper inspirant. Mais c'est vrai que j'aime moins ces marchés parce que je les comprends moins. Donc je préfère ne pas investir dans ce que je comprends pas. Donc c'est tout simplement mon opinion. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu penses que l'Amérique va être le pays qui va le plus gagner sur les 5-10 prochaines années, eh bien, pourquoi t'irais investir ailleurs ? C'est très bien. Avant de passer à ton calcul pour savoir si tu peux atteindre ton objectif, d'ailleurs, par rapport à ton point sur le bon moment, pour le bon timing, etc., le DCA, il y a toujours un graphique, bon, je vous l'ai déjà montré sous 50 formes différentes, mais je trouve qu'il est vraiment assez impactant. Donc là, c'est la performance du S&P 500 entre 2003 et 2022. Là, si vous êtes investi pendant toute la période, vous avez mis 10 000 € le 1er janvier 2003, eh bien, au 30 décembre 2022, vous avez fait la performance annuelle de 9,8%. Donc c'est énorme. Et vous sortez avec 64 000 $. Donc 10 000 $, 64 000 $. Si vous ratez les 10 meilleurs jours, c'est pas beaucoup 10 meilleurs jours en 19 ans, c'est rien, bah vous faites moitié moins bien, 29 000 $. Vous ratez les 20 meilleurs jours, vous faites 17 000 $. Vous ratez les 40 meilleurs jours, vous avez une performance qui est négative. Vous faites l'équivalent d'un livret en réalité, vous faites moins bien qu'un livret, catastrophique. Donc c'est aussi ça, et si on regarde le S&P 500 sur les 2 dernières années, attention les amis, c'est impressionnant. Enfin, le S&P 500 il fait plus 25% cette année et l'année dernière, c'est fou. Ça va pas être comme ça pour toujours. Et donc la question suivante que vous allez me poser, c'est normal, elle est connexe, c'est quand la prochaine crise? Bah j'en sais rien. Vous m'envoyez beaucoup l'étude Goldman Sachs, j'ai pas vraiment d'opinion sur ça parce que la seule chose que les économistes ont prouvé, c'est qu'ils savaient pas prédire l'avenir. Donc moi j'ai arrêté de les lire. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des signaux, il y a des petites alarmes qui s'allument un peu partout et qu'il faut être attentif. Si vous étiez trop alarmiste il y a 5 ans, bah vous avez raté le plus grand bull market de l'histoire. Donc, généralement, ça paye pas d'être alarmiste, ça paye d'être optimiste dans les marchés financiers. Faut simplement pas être trop optimiste. Faut pas être trop optimiste, quoi. Faut
pas être euphorique. Faut être optimiste, mais pas euphorique. Et donc, on regarde. Il y avait ce graphique que je trouvais intéressant. On a eu une baisse des taux, là, actuellement. Donc, la Fed, mais aussi la Banque Centrale Européenne. La Fed, c'est la Banque Centrale Américaine. Baisse les taux et on voit que ça, c'est les moments de baisse des taux. Donc là, vous voyez, c'est les taux directeurs. Le taux de la Fed, il était à 10%. Il est descendu à quasiment à 3%. Et vous voyez, là, en gris, c'est les crises. Donc, baisse des taux, crise. Baisse des taux, crise. Baisse des taux, crise. Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant qu'on rebaisse les taux? J'en sais rien en réalité. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que ça va se passer dans le futur? Personne ne le sait. Certainement pas les gens sur YouTube, encore moins les économistes. Donc, moi, j'ai envie de dire, vous continuez comme prévu et vous gardez un peu quand même de ce qu'on appelle le dry powder, vous gardez un peu de cash pour le jour où ça crache vraiment, là, vous rentrez dedans. Mais ne restez pas sur le côté, comment on appelle le sideline, ne restez pas sur le côté du terrain parce que sinon, la seule chose que vous regardez, c'est vous regardez la fusée qui s'envole et même si elle va se crasher, elle redescendra peut-être pas aussi bas que le point d'entrée que vous auriez pu avoir. Donc, vous ratez peut-être quand même des grosses opportunités. Mais soyez simplement attentifs que, voilà. Là, on rentre dans une période qui est quand même historiquement plutôt une période turbulente. Et ton dernier point, c'était sur la Porsche. Je la trouve assez intéressante. Donc, me renseignant avec l'équipe et en faisant quelques recherches, je pense que le modèle le plus intéressant pour toi sur la 993, c'est la Vesuvio. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une Porsche qui vient de chez Porsche Exclusive, qui a un département spécifique. C'est la dernière Porsche avec refroidissement à air. Donc, là, tout ce que je viens de vous dire, normalement, ça devrait quand même vous faire comprendre que c'est une Porsche qui n'est pas donnée. Donc, on va regarder si on voit un prix. À mon avis, c'est pas donné du tout. Voilà, 140 000 €. Alors, je sais pas si elle est en bon état. Ah, franchement, le mec qui a inventé les bannières à cookies, vraiment, faut le remercier tous les jours, celui-là. Ça, c'est vraiment un plaisir absolu. Donc là, je ne sais pas exactement si c'est une Vesuvio. Je suis même pas sûr que ce soit une Vesuvio. Si c'est une Vesuvio, il le met. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur une Porsche à 140 000 €. Mais voilà, sache que ça, c'est typiquement un modèle qui peut être intéressant d'un point de vue cote sur la 993 spécifiquement. Maintenant, sache que la 996 coûte beaucoup moins cher que la 993 parce qu'elle est beaucoup moins cotée. Mais du coup, vu qu'elle a tellement décoté par rapport à ses petites copines, elle est redevenue populaire. Pareil, la 991 est beaucoup moins chère que la 992. Logique. Mais dans les 991, en fait, il y a 2 générations. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut s'y intéresser. Mais bon, a priori, tu as encore quelques années avant d'avoir les fonds pour ça. Ça peut être un bon investissement, mais je pense que c'est surtout un investissement plaisir parce que les voitures comme ça tombe en panne, ça coûte très cher à l'entretien et puis on peut vite tomber dans le syndrome de la perfection et je connais quelques Porschistes, dès qu'il pleut, dès qu'il y a un petit peu de sable sur la route, dès qu'il y a je sais pas quoi, dès que le soleil n'est pas au zénith, en gros, ils la sortent pas parce qu'ils ont peur de l'abîmer. Donc faut quand même faire attention, faut trouver le bon équilibre entre c'est une voiture plaisir mais en même temps tu peux quand même rouler avec parce que ça reste un moyen de locomotion. Donc en tout cas, je te souhaite d'acheter une Vesuvio ou d'acheter la 993 qui te fait rêver. Allez, du coup, on termine sur le simulateur. Donc, on est parti de ton patrimoine actuel. On a mis ton investissement annuel actuel. Le seul truc qui nous a un peu perturbé, c'est que tu mets une énorme partie sur un projet IMO et on n'a pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est le projet IMO au Maroc dont tu parles ou est-ce que c'est un achat de résidence principale? Mais tu vois que, et on va regarder tout à l'heure, si tu reflèches cette épargne vers la bourse, tu vas voir que la situation n'est pas la même. En tout cas, là, 9 200 €, donc ça fait ça, c'est ton investissement annuel actuel sur 31 ans, rendement de la bourse, on a pris le S&P 500 avec une inflation à 3%, on a pris le taux du PEA et donc tu atteindrais là 1389 € par mois, mais c'est ça, c'est si tu continues sur ton rythme d'investissement. Maintenant, on a vu que dans ton cash flow, tu avais 1500 € par mois de capacité d'épargne. Allez, donc on va dire pour le fun que tu places non pas 4200 mais tu places 12 000 par an, donc 1000 par mois. Voilà, donc là tu es à 3600 par mois de revenus à la fin des 31 ans et tu auras 1 million de patrimoine. Alors évidemment, c'est une projection toute bête, hein, c'est modulo toutes les crises et tout ce que vous voulez, mais bon, ça vous avez compris. Mais bon, tu vois, déjà, ton objectif, c'était quoi? C'était 2000 € par mois. Bah, tu y es assez vite en fait, hein, 24 ans, tu y es déjà. Donc, tu vas y arriver. Par contre, je pense qu'il y a un sujet IMO et donc dis-moi dans les commentaires vers quoi cette épargne IMO est fléchée. Est-ce que c'est l'investissement principal? Est-ce que c'est les biens au Maroc? Si c'est au Maroc, pourquoi le Maroc? Qu'est-ce que tu vas y faire? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es marocain d'origine. Donc, donne-nous un peu plus d'infos. Mais en tout cas, sache que si tu investis en bourse, tu peux faire des gros rendements. Après, évidemment, tu peux aussi faire du levier en IMO, ça peut être très intéressant. En tout cas, t'es bien parti. Je pense qu'il y a 2-3 petits ajustements à faire, mais franchement, tu as tous les bons réflexes. La seule reco, c'est vraiment les DCA, fais des montants fixes au lieu de te dire entre 100 et 500 € parce que ça, on connaît. C'est comme, ouais, j'irai 2 à 3 fois au sport par semaine. Bon, finalement, on y va plutôt une fois que 3 fois, on est d'accord. Moi, le premier. Donc, mets-toi un montant fixe, ambitieux, et après, il faut mieux monter progressivement plutôt que de dire, allez, des fois 500, des fois 100, mais en fait, tu crées pas l'habitude comme ça. Et puis, tu auras tes 2000 € par mois de revenus passifs. Si tu te tiens à ce plan, il n'y aura aucun problème. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez
que j'analyse votre patrimoine, vous m'envoyez tout le temps des DM pour me dire comment on fait. Bah regardez la vidéo, écoutez ce que je vais vous dire maintenant, cliquez sur le lien juste en dessous. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le typeform et après l'équipe elle sélectionne les projets. En fait on fait un combat de boxe et donc voilà, c'est les combats des stagiaires et le stagiaire qui gagne a le droit de choisir. Non c'est pas vrai, on choisit des profils qui sont intéressants pour vous et là on aimait bien ce profil parce que bah, y avait départ à zéro, quasiment à zéro et des bonnes idées en plus la Porsche qu'on trouvait super sympa. Vous postulez, on sélectionne un profil, moi je l'analyse, vous buvez votre café, on parle finance et puis on devient des meilleurs investisseurs ensemble. Allez je vous dis à très vite, ciao.